Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette masterclass BIG 2023 consacrée à l'entreprise régénérative. Alors, qu'est-ce que la régénération? Comment cela s'applique concrètement à mon entreprise? Pour répondre à ces questions, nous avons la chance et le plaisir de recevoir cet après-midi Alexandre Chrétien. Donc, Alexandre, tu es entrepreneur, alumni de la première promotion de la Convention des entreprises pour le climat, la CEC, et tu te consacres aujourd'hui notamment au déploiement de ce programme dans l'ouest de la France. Alors, depuis son lancement en 2021, la CEC, elle s'est imposée comme un programme ambitieux de transformation des modèles de pensée des dirigeants pour tendre vers des modèles d'affaires adaptés à un monde bas carbone, aux ressources limitées, voire pousser vers une économie régénérative. Donc, Alexandre, je te laisse prendre la parole pour nous expliquer plus en détail le parcours de la CEC, ta vision de ce qu'est une bascule vers une économie régénérative. Merci Amélie, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je vois pas vos réactions, donc s'il y en a, n'hésitez pas à les mettre des messages dans le chat. Effectivement, économie régénérative, c'est un terme qui a émergé, qui relève là sur les modèles économiques euh, qui vont au-delà de la réduction d'impact et du net zéro carbone, qui sont prévus dans les accords de Paris, mais qui visent aussi dans l'activité des entreprises à régénérer les ressources et les écosystèmes qu'elles utilisent pour produire leurs services et leurs produits. Donc, et ça devient régénératif dès lors que il y a de nouvelles formes de coopération. Alors, il y en a déjà qui sont existantes, mais l'idée, c'est vraiment de renforcer ces coopérations, de nourrir toutes les relations sur un même territoire ou au sein d'une même filière pour créer de nouvelles dynamiques et repenser la manière dont on pense le développement économique, notamment des entreprises et notamment en étant beaucoup plus inclusif. Donc, l'idée et du parcours de la CEC, c'est notamment de réconcilier les enjeux économiques, écologiques et sociaux. Euh, voilà, en tout cas, c'est le cap que l'on cherche à donner pour les participants qui suivent un parcours de la CEC, puisque le parcours de la Convention des entreprises pour le climat, c'est un parcours qu'on appelle tête, cœur, corps, qui est un parcours apprenant, agissant, qui s'articule autour de sessions qui ont lieu en présentiel pour des dirigeants d'entreprises, mais pas que d'entreprises. On aime bien ajouter aussi des organisations type associations, ONG, qui sont présents sur le territoire et qui ont une approche très différente de l'activité, qui peut être très complémentaire des modèles plus traditionnels qu'on rencontre dans les entreprises. Et l'idée est de partir de la transition intérieure des dirigeants, de les sensibiliser aux enjeux et aux conséquences des dérèglements climatiques, de montrer notamment l'impact que ça a aussi sur leur business, sur leurs entreprises, pour ensuite se mettre en mouvement, donc d'abord eux-mêmes, puis leur entreprise, avec l'ensemble de leurs collaborateurs, de toutes les parties prenantes, aussi bien internes qu'externes à l'entreprise, pour se repenser autrement son modèle d'affaires en intégrant les limites planétaires et en essayant de se reconnecter au vivant, donc en tendant vers ce fameux cap régénératif. Alors, pardon, je vous ai décrit le parcours. C'est tout de suite mieux de le voir un peu avec quelques images pour essayer de rendre compte de ce parcours. Donc, vous voyez aussi bien des intervenants comme Fabrice Bonifay. C'est vrai que le parcours, c'est pas du tout une formation. Il y a à la fois la nécessité de transmettre de l'information qui est soit scientifique, vérifiée, et, si je puis dire, incontestable. Donc, on s'appuie beaucoup notamment sur le rapport du GIEC pour partager les constats, mais c'est aussi de s'appuyer sur des acteurs qui soient aussi bien du monde économique, donc des économistes, des experts scientifiques, évidemment des experts du climat ou de la biodiversité, mais aussi des artistes ou des gens qui vont permettre de faire ce pas de côté, parce que finalement le parcours de la CEC, c'est ça, c'est l'occasion lors d'une convention, de se retrouver ensemble, de se reconnecter entre pairs, là en l'occurrence entre des dirigeants, pour repenser les modèles économiques et
encore une fois, partir du cœur, de toucher personnellement le dirigeant pour ensuite, avec des informations, donc c'est pour ça que c'est un parcours tête aussi, encore une fois, qui soit vérifié pour étudier en profondeur toutes les externalités négatives de nos activités et en même temps essayer d'optimiser au maximum les externalités qui, elles, vont être positives ou régénératives dans l'idéal. Donc, là, on vous a mis quelques témoignages parce que le mieux pour en parler du parcours. Alors, c'est vrai que moi aussi, je l'ai fait en tant que dirigeant parce que je suis dirigeant. Enfin, j'étais dirigeant d'une ESN là pendant. J'ai fait le parcours, j'ai déployé une feuille de route aussi et l'ai mis en œuvre parce que le but du parcours, c'est non seulement de sensibiliser, mais c'est, je pense que vous l'avez compris aussi, et surtout de se mettre en action avec un parcours qui est très transformant. Donc, là, vous avez 2 témoignages de Frédéric Munier, le cofondateur de la marque Faguo, et Olivier Clanchin, qui est le président d'Olga, donc qui raconte comment ils ont été bouleversés par ce processus en 6 étapes, pensant être déjà sensibilisés avant de faire le parcours. Et on est beaucoup dans ce cas-là. Et c'est vrai que là, on a, avec une session qui est sur 2 jours, sur lequel on étudie vraiment tous les constats, aussi bien sur les dérèglements climatiques, mais je vous disais tout à l'heure, les 9 limites planétaires, il y en a 6 qui sont dépassées. Donc, on va aussi parler de biodiversité, on va aussi parler de déplétion des ressources, de pollution. C'est vraiment avoir une approche systémique, holistique du sujet qui est importante pour aller plus loin, ce que nous dit Frédéric, prendre de la hauteur et faire prendre conscience collectivement. Le parcours de la CEC, c'est vraiment un parcours qui mise sur l'intelligence collective, la co-construction. On ne prétend pas avoir les recettes et toutes les solutions pour avancer sur ces différents problèmes, mais on pose un cadre qui permet de confiance, notamment qui permet de travailler en écosystème pour pouvoir relever les défis qui sont gigantesques, hein, il ne faut pas se le cacher, et que seul ça paraît une montagne infranchissable, très difficile à gravir. De le faire collectivement à plusieurs, c'est tout de suite beaucoup plus, ça paraît beaucoup plus réalisable déjà. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais en tout cas, c'est vraiment réalisable. Et ça permet d'accélérer la transformation, encore une fois, de soi-même, des entreprises. Et quand il y a aussi un effet papillon, un effet d'entraînement qui se fait. C'est pour ça qu'on parle de point de bascule. C'est ce qu'on cherche, d'avoir ces 10 à 15% de la population qui vont être sensibilisés, qui vont se mettre en mouvement, qui vont travailler ensemble dans le sens du bien commun. Et le jour où idéalement, on arrivera à réconcilier les bénéfices individuels avec les bénéfices collectifs. On peut vraiment espérer là qu'il y ait une vraie transformation, un changement, une vraie radicalité dans ce changement, avec des coalitions, avec des partenariats, avec une conviction, c'est que l'ancrage territorial peut être aussi un levier très important pour accélérer cette transition. C'est pour ça que le parcours de la CEC, il s'est déployé dans différentes régions, se fait avec l'appui de partenaires historiques. Donc, BPI en fait évidemment partie. Et je remercie Amélie de m'avoir convié là pour cette masterclass. Mais c'est vrai que BPI nous accompagne depuis le début du parcours. Quand on a monté l'association CEC il y a 3 ans, en 2021, c'est une association d'intérêt général. Hein, c'était l'une des envies de BPI de pérenniser ce parcours, d'être ambitieux sur les feuilles de route, puisque je ne l'ai pas dit, mais en fin de parcours, chacun des participants doit produire sa feuille de route pour son entreprise, de le suivre dans le temps, d'accompagner cette démarche-là, encore une fois, dans une posture avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sincérité aussi. On ne cherche pas à se voiler la face, on ne nie pas la complexité des réalités. C'est pas pareil de faire la transition quand on est à la tête d'une entreprise de sidérurgie qui fait 5000 personnes, comme c'était le cas d'un participant du premier parcours, que de le faire dans une entreprise qui va être, je dirais, regenerative native, qui soit d'emblée né avec cette conviction qu'il faut être régénératif quand on monte son entreprise. Il y a plein d'entreprises qui aujourd'hui ont un existant, un vécu, des milliers de salariés avec des filiales un peu partout dans le monde. Donc de relever ces enjeux, c'est clairement pas facile, et on essaie d'être très inclusif dans la CEC pour accueillir tous ces gens-là. Et BPI vraiment nous
vraiment nous a soutenus là-dessus, dans cette démarche-là, notamment avec les coques verts, mais aussi en présentant les dispositifs qui permettent d'accompagner nos participants. Donc, c'est à la fois un souci de financer la transition, mais aussi d'accompagner les entreprises qui se mobilisent sur le sujet, qui s'engagent à faire bouger les lignes et en l'objectivant. Donc, en tout cas, c'est l'idée de la démarche. Et pour vous donner quelques noms d'entreprises qui ont suivi le parcours et des secteurs d'activité, vous voyez que c'est très diversifié. Il y avait 150 entreprises qui ont suivi ce parcours, chacune représentée par un binôme de dirigeants. Encore une fois, pour pouvoir embarquer le plus largement possible quand les dirigeants retournent dans leurs entreprises. C'est une fois qu'on a suivi le parcours, c'est très bien, mais ensuite il faut le mettre en œuvre, il faut le partager, il faut embarquer toutes ces parties prenantes. Donc déjà ses collaborateurs, ses actionnaires, ses autres membres du CODIR ou de COMEX, et d'essayer de le faire avec un esprit de curiosité et d'ouverture que les coopérations notamment permettent, et on y reviendra tout à l'heure, mais de faire travailler ensemble des dirigeants d'entreprise sur des sujets de bien commun, des besoins humains fondamentaux, se nourrir, se loger, communiquer, se divertir. Ça fait partie des enjeux qui nous permettent de voir autrement et de s'affranchir d'une partie des contraintes que l'on a aujourd'hui, parce que évidemment, de faire une feuille de route, il faut qu'elle soit compatible avec les réalités économiques de l'entreprise. Et ça, c'est pas toujours évident de trouver où mettre le curseur pour être à la fois tendre vers du régénératif, mais en même temps faire tourner l'entreprise, payer les salaires en fin de mois et l'ensemble des charges qui vont avec. Ça fait partie de la responsabilité des dirigeants et encore une fois, de le faire à plusieurs, d'y réfléchir ensemble, ça aide. Donc le parcours, les sessions, elles s'articulent suivant ce plan-là. La visée régénérative, ça part déjà d'un diagnostic du business model, de qu'est-ce qu'on fait, à quoi servent les activités de nos entreprises, qui va utiliser nos produits, et aussi de se poser la question de la raison d'être de ces produits. À quoi servent ce qu'on délivre et à qui ça manquerait si demain, pour une raison X ou Y, l'entreprise disparaissait. On voit ça lors de la première session. Donc, vous voyez, on maltraite un peu nos participants dans dans le parcours. On met une gifle climatique qui est assez, franchement, plombante et qui est sur un registre émotionnel très, très forte, très intense. Et après, on se questionne sur la raison d'être de nos entreprises. C'est pas forcément quelque chose qu'on est habitué à faire en tant que dirigeant. Et on se pose la question générative. On étudie les leviers de redirection de notre entreprise. Vers quoi on doit tendre? Qu'est-ce qui pourrait permettre de réconcilier l'activité et les services qu'on propose, la valeur qu'on crée dans notre entreprise, pour le faire, mais en conscience des ressources que l'on consomme, de ce qu'on va polluer aussi, de ce qu'on va générer en tout cas comme pollution avec cette activité, pour pouvoir donc changer de trajectoire. Mais changer cette trajectoire, il faut en mesurer l'impact, parce qu'il y a des choses que l'on sait et puis d'autres qu'on sait moins. Donc, essayer de trouver des objectifs d'impact qui soient mesurables pour pouvoir ensuite mettre un plan d'action pour opérationnaliser finalement ce qu'on s'est dit, de voir comment concrètement on le réalise et de le faire ça sur un temps long. Donc, c'est l'une des contradictions que l'on a quand on est dirigeant d'entreprise aujourd'hui, c'est qu'on doit à la fois traiter encore une fois l'activité, mais aussi se projeter avec avec ce sentiment d'urgence. Enfin, c'est cette urgence qui est partagée, je l'espère, par la plupart d'entre vous, qui ont conscience que on ne peut plus rester sans rien faire aujourd'hui. Donc, je vous ai dit, je vous ai parlé de coopération. Dans les livrables du parcours, donc de ce que les participants font pendant le parcours, il y a en gros 30% qui sont dédiés à de l'information qui sont un peu descendants, et puis les 70 autres %, ils se font en atelier. Et ces ateliers, c'est des camps de base dans lesquels les dirigeants travaillent ensemble sur les différents sujets qu'on a vus juste avant, mais on les fait aussi travailler sur des projets coopératifs. On s'est dit quel meilleur moyen que d'illustrer les coopérations en rendant concret des projets, et des projets qu'on a fait émerger depuis les participants. Donc, on est parti de besoins essentiels
il y avait l'emploi, il y avait la transition énergétique, il y avait l'inclusion. Et puis, de ces projets, de ces ateliers, les dirigeants ont fait émerger des projets coopératifs. Donc là, je vous en ai listé 6. C'est des projets qui visent à, par exemple, à renaturer un centre-ville, à renaturer un site industriel, là en l'occurrence un site de la SNCF, en créant un îlot forestier. Ça se passe à Rennes, enfin ça va se passer à Rennes, euh, sur un espace de 4000 mètres carrés avec 2 îlots forestiers qui vont être créés et avec une douzaine d'entreprises qui apportent leurs compétences, leurs expertises, parfois simplement leurs bras. On y a inclus des associations. Il y a donc un réseau de 26 associations qui vont soutenir cette démarche-là, donc qui ont participé à l'étude des sols, qui vont participer à sa dépollution, puis aux plantations des arbres et ensuite à la maintenance et à l'évolution de ces îlots et de voir comment on peut ensuite modéliser cette démarche pour pouvoir la proposer sur d'autres sites, la développer et s'aimer le plus largement possible. Un autre exemple, Space for Nature, qui est un fonds de dotation, pardon, euh, qui est un fonds de dotation dans lesquels les entreprises placent de l'argent pour faire l'acquisition de terrains et ces terrains vont être aussi renaturés. Donc, il y a plein de réflexions pour trouver du sens sur quels critères vont être choisis pour faire partie de ce fonds et pour ensuite retravailler, si je puis dire, les terrains, enfin en tout cas les renaturer. Mais en tout cas, vous voyez des exemples très concrets de projets de coopération entre des entreprises qui initialement n'avaient pas du tout prévu de s'investir sur ces projets-là, mais qui trouvent beaucoup de sens. Et ça permet aussi d'embarquer ces équipes, de les projeter, de donner du sens à leur travail, à leur quotidien, de se dire tiens, quand on travaille sur des projets comme ça, on se dit qu'on sert à quelque chose, vraiment. Donc voilà, genre, peut-être qu'il y aura. Je vous ai mis un autre exemple c'est une zone d'activité régénérative, oui, régénérative, ce qu'on appelle une ZAR. Alors il y a un exemple qui est en Bourgogne chez Ulteria qui avait été présenté lors du premier parcours et qui identifiait quelques exemples d'activités qui sont éligibles. C'est pas une liste exhaustive, mais d'activités qu'on pourrait trouver dans une zone comme celle-là avec à la fois des écoles, pourquoi pas une maison du bien commun, des outils de production, des sources d'énergie, des sources de mobilité, évidemment dans des bâtiments qui ont été éco-conçus, artificialisation pardon, des sols. Voilà, c'est ce type de projet-là qu'on cherche à émerger, à faire émerger, à se rendre concret et si possible à modéliser puis à développer. Encore une fois, dès lors qu'on a la conviction que scientifique, si je puis dire, que ces projets ont un impact et sont vertueux pour l'environnement. Encore une fois, vertueux pour la nature, mais aussi vertueux pour les êtres vivants qui vivent, tous les habitants, les gens qui travaillent sur place. Là, je vous ai partagé quelques ressentis qui étaient après. C'est vrai que nos participants, on les interroge. On est toujours très soucieux de savoir comment ils vivent les sessions, comment ils ressentent. On sait que c'est pas facile ce qu'on leur demande. C'est très exigeant et y compris sur un plan très personnel. Donc, c'est pour ça que quand vous voyez les nuages de mots, les mots qui ressortent, on parle d'amour, de cœur, de partage. C'est pas forcément le registre, le champ lexical le plus commun parmi des dirigeants d'entreprise et pourtant, c'est ce qui se vit, ce qui se partage pendant les sessions et c'est ce qui fait que autant avant de démarrer dans la CEC, les participants disent mais ça va être long de faire 6 sessions de 2 jours, on va jamais trouver de la place dans nos agendas et qui, une fois qu'ils sont en session, déjà ont du plaisir à y revenir pour retrouver leur père et en même temps pour y vivre des expériences et partager leurs réflexions, leurs doutes, leurs solutions, challenger leurs feuilles de route, trouver des idées pour leurs projets coopératifs. Euh, voilà, chercher à comment mieux améliorer l'embarquement de leurs équipes, comment convaincre. J'entendais tout à l'heure un conseil d'administration là de parler de régénératif. C'était une entreprise industrielle de la région, une ligérienne, hein, qui a un groupe de 5000 personnes
racontait ce midi comment ils embarquaient, comment ils avaient introduit le concept d'entreprise régénérative dans leur conseil d'administration et parlaient justement de cœur de partage, de se relier à ça avec, encore une fois, la nécessité d'être dans l'urgence, mais évidemment sans se précipiter. On donne pas un coup de barre sur une entreprise de 5000 personnes comme ça en un claquement de doigts. Mais par contre, dans l'intention et dans la manière de l'appréhender, ils font des fresques du climat à tous leurs collaborateurs, donc aussi à leurs actionnaires. Ils posent ce sujet-là dans chacune de leurs réunions de comité de direction. Donc, ça donne en fin de parcours, du coup, des dirigeants qui sont informés, équipés. Il y a toute une partie d'indicateurs, mais aussi d'outils et de méthodos qui sont partagés, qui sont en mode open source, qui sont fournis à tous nos participants et qui sont engagés parce que une fois que l'on sait, une fois que le constat il a été partagé, là pour le coup on peut plus faire pareil. On peut plus agir sans se poser la question dans tout ce qu'on fait d'ailleurs, aussi bien en tant que dirigeant qu'en tant que citoyen, père de famille, de quel est l'impact de ce qu'on fait et de faire nos activités en conscience. Ça change tout. Donc c'est, en tout cas, du coup, il y a un engagement fort qui émane de tous les participants qui ont suivi un parcours CEC. Et du coup, une fois qu'ils ont suivi ce parcours, et en 2023, il y en aura un millier qui l'auront suivi, ça crée une communauté dans laquelle on aime bien se retrouver pour partager. Mais c'est une communauté qui est ouverte, qui est inclusive, qui a pour vocation, elle aussi, à être régénérative pour trouver de l'élan, pour être en mode test and learn, pour se challenger, mais aussi pour vivre mieux dans le quotidien cette relation. Il y a des besoins d'accompagner, de mesurer, d'avoir des retours d'expérience, pardon, et puis de témoigner de la bascule, parce que finalement, ce qui nous inspire le plus, c'est quand on arrive à se relier à des exemples concrets, de se dire, bah, tiens, oui, ça, je pourrais le faire dans mon entreprise, là, je pourrais embarquer mes équipes sur ce sujet-là. Il faut qu'on se détache des produits ou des services que l'on fait, avoir un peu plus de recul sur ce qu'on fait et de se demander si vraiment on répond à un besoin ou si on répond à des envies. Après, c'est très tentant de répondre à toutes les envies de nos clients. Il faut les satisfaire, c'est certain, mais on peut pas tout faire. Et donc, il y a des choses qu'il faut déployer à grande échelle. C'est l'une des ambitions qu'on s'est données en montant l'association de la CEC. C'est notre raison d'être, c'est celle de rendre irrésistible la bascule vers l'économie régénérative d'ici à 2030. Et donc, du coup, on l'a décliné sous différents formats. La CEC, je vous ai parlé des alumni, donc des participants au parcours précédent. Nous, on a la conviction que l'ancrage territorial est un levier très important pour accélérer la transition. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 5 CEC territoriales qui se sont lancées, dont celle de l'Ouest, qui regroupe les régions de Bretagne et de Pays de Loire. Il y en a une qui s'est fait de manière très concomitante dans le sud, Provence-Corse, idem avec les CEC Bassin Lyonnais, Arc-Alpin, et puis celle de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, il y a des nouvelles CEC là, qui sont en train d'émerger en Nouvelle-Aquitaine, dans le Massif central, en Normandie. Et parallèlement, on s'est dit que pour que la bascule s'opère, il fallait aussi être sur les filières. Donc, encore une fois, la même idée, celle de ne pas agir seul. Donc, on a organisé des CEC thématiques. Donc, il y a eu une première CEC consulting qui est en train de se terminer parce que ce monde du conseil est très influent et donc ils peuvent participer eux aussi du coup à démultiplier, à infuser comme un sachet de thé auprès de leurs clients et qui sont souvent des, des, des des clients qui ont un fort impact sur l'environnement, qui ont des grosses activités, qui ont beaucoup de salariés. Donc, on s'est dit que c'était important d'essayer de faire une bascule de cette filière. Il y a une bascule du monde financier, dont le kick-off est d'ailleurs ce soir et qui va qui va démarrer dans 2 mois. Et puis l'année prochaine, il y aura une CEC des nouveaux imaginaires. Donc après, il y a des pistes de développement sur des CEC plus sectoriels, soit sur l'industrie ou l'agriculture ou les mobilités. Voilà, avec aussi des pistes de déploiement à l'international. Il y en a une sur l'Amérique du Nord, il y en a dans le Pacifique, en Polynésie, si je me trompe pas. Enfin, voilà, il y a plein d'opportunités. Après, on n'est pas très nombreux, on peut pas non plus trop se disperser, même s'il y a aujourd'hui à peu près 300 bénévoles. C'est vrai que je l'ai pas assez dit, mais l'association s'est montée
à une poignée. On était une petite dizaine à monter ça fin 2020, début 2021. Et là, aujourd'hui, il y a un peu plus de 350 contributeurs. Alors, certains ont été bénévoles depuis le début et puis peuvent essayer de proposer des prestations par ce biais-là, en tout cas de créer de l'emploi. C'est vraiment aussi l'une des vocations qu'on a dans la CEC, c'est d'orchestrer cette bascule et de montrer qu'elle peut être joyeuse, qu'elle est pas, c'est une transition qui doit pas être punitive, qui doit être inspirante. Et pour ça, on a besoin de s'appuyer sur des projets concrets, sur des récits de feuilles de route qui sont ambitieuses, mais qui sont réalistes et qui du coup vont permettre à tous ceux qui les lisent ou qui veulent échanger sur ces sujets-là de pouvoir avoir de la matière pour pouvoir la déployer dans leur propre environnement. Voilà, je crois que j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup. Alors, on a pas mal de questions dans le chat. Je vais remettre la caméra, puis on va reprendre le casque en mode micro. Oui, pardon. Et ouais, on a du super matériel cette année. Alors, merci à tous, parce qu'il y a eu pas mal de questions dans le chat, donc je vais les relayer à Alexandre. La toute première question nous venait de Teresa, et en fait, elle demandait est-ce qu'on peut assimiler ça à un parcours de formation finalement? Alors non, vraiment pas. Il y a une partie de formation, c'est vrai, parce qu'encore une fois, on a besoin d'emmagasiner les grands ordres de grandeur. Je trouve que dans la transition, beaucoup de gens sont informés. La distinction que je fais, moi, quand je parle de sensibiliser, c'est d'avoir conscience des ordres de grandeur et de ce qu'on peut faire soi, comment on peut faire de notre part, chacun d'entre nous. Et du coup, ça amène des réflexions personnelles qui se font encore une fois en intelligence collective avec les autres participants. Et là, on n'a pas de solution. Donc, c'est vraiment pas une formation. On trouve des solutions pendant le parcours ou après ou entre les sessions, etc. Mais par contre, on prétend pas du tout avoir une recette à appliquer pour devenir régénératif. Une autre question qui nous vient de Karine, qui était finalement quel coût au parcours et est-ce que surtout, et ça c'est important, est-ce que c'est accessible aux TPE, PME? Je traduis la question en mode est-ce qu'on retrouve des grandes entreprises ou au contraire on peut retrouver ce qui constitue la majorité du tissu voilà, économique français, c'est-à-dire des TPE, des PME, des petites entreprises? Non, non, c'est tout à fait, c'est une excellente question. C'est hyper important d'être à la fois le plus représentatif possible du tissu économique, qu'il soit français ou local selon la thématique de la CEC, et d'avoir de la diversité dans les types d'entreprises, dans leur secteur d'activité, dans leur répartition aussi géographique. Nous, par exemple, dans l'Ouest, on a veillé à ce qu'il y ait, des entreprises dont les sièges soient présentes sur, les 9 départements des 2 régions de Bretagne et de Pays de Loire. Heu Encore une fois, avec des entreprises, des associations, des ESS, entreprises sociales et solidaires, des ONG. On aime bien faire que des mondes qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler se rencontrent. Et puis, on les mêle aussi avec nos partenaires, ceux que je montrais tout à l'heure, dont la BPI, dont l'ADEME, dont aussi des associations. On a pour un réveil écologique qui en fait partie, ou les collectifs qui sont très. Donc, c'est vraiment cet écosystème-là sur lequel on s'appuie pour dispenser à la limite les formations dont nos participants ont besoin pour aller plus loin sur les sujets ou pour pouvoir les déployer de manière spécifique dans leur entreprise. Une autre question que je trouve, très intéressante et merci de l'avoir posée, c'est quoi les arguments mouches à pour développer, enfin pour convaincre sa direction de s'engager dans un programme comme ça? Et je réalise qu'il y avait aussi une question sur le prix de la. Ah oui, tout à fait. Alors il y a le prix, il y a la durée du parcours et il y a le sujet de c'est quoi les arguments, qui font mouche auprès de la direction pour les convaincre d'aller dans cette direction? Dans ce programme. J'aime bien le sens de cette question qui est déjà se projette. C'est ça. Alors on parle pas de prix pour la CEC, on parle d'un coût de revient. Comme encore une fois, je l'ai dit, on est association d'intérêt général, donc les entreprises participent et donnent en conscience. On pose le sujet du coût de revient qui oscille entre 12 et 15 000 euros, et en assumant le fait que il y a des entreprises qui sont de petite taille et qui n'ont pas les moyens de mettre ces montants-là. Et à l'inverse, on va chercher des grosses entreprises parce que c'est elles qui ont le plus d'impact, qui sont les plus représentatives aussi de leur territoire ou de leur secteur d'activité. Et on a besoin d'embarquer tout ce monde-là, de le faire cohabiter, de le faire phosphorer ensemble. Et donc, on assume le fait que certains ne peuvent rien donner et d'autres vont pouvoir faire un don de plusieurs dizaines de milliers d'euros dans certains cas. C'est assumé,
on le prévoit quand on fait les business plans des CEC, enfin des parcours, pardon. Et en tout cas, on accueille, vraiment tout le monde dedans. On essaie d'être très inclusif à partir du moment où les dirigeants acceptent quand même, c'est vrai que je l'ai pas dit, il y a des critères subjectifs, mais de pouvoir s'inscrire comme ça dans une démarche, très très collective. Pas arriver dans une posture haute en essayant d'expliquer tout ce qu'ils font très bien, et on est ravis, hein, encore une fois, d'avoir parmi nos participants certains qui ont des initiatives très très poussées, des stratégies RSE très très poussées, mais on a tous mieux à faire, donc on essaye tous de s'entraider, de pousser les curseurs au maximum. La durée du coup de l'accompagnement, Ouais, pardon, j'ai pas répondu à ça. C'est 6 sessions de 2 jours à peu près sur tous les parcours. Alors il y en a qui sont sur des formats un petit peu différents, mais globalement c'est ça. Donc c'est une dizaine de jours étalés sur un an, qui sont en présentiel, mais qui sont complétés par des intercessions, dans lesquelles on fait des ateliers de co-développement par exemple, ou on fait des webinaires, qui sont thématiques. Il y en avait un, pas plus tard que ce midi, entre les CEC Ouest et Sud pour la rédaction des feuilles de route et pour, se challenger sur, certains items. Donc, il y a des participants qui ont pitché leurs feuilles de route devant les autres participants. On était un peu plus de 150, hein, connectés, et on avait quelques partenaires dont, Emmanuel Delannoy qui, heu, justement essayait de donner des indicateurs de mesure pour le régénératif, en s'appuyant sur les 5 critères de l'IPBES, donc le GIEC de la biodiversité. Donc, il y a du présentiel, ça s'étale sur un an, il y a 12 jours de session, mais il y a beaucoup de travail qui se fait en dehors. On essaye de pousser un maximum de ressources par les webinaires, mais ça suffit pas. Après, c'est le quotidien des entreprises de s'approprier ces sujets-là et de placer. C'est plus une stratégie RSE, c'est la stratégie de l'entreprise, en fait, qui intègre la RSE, dans son entièreté. c'est peut-être ça finalement l'argument principal. C'est un programme pour venir challenger son modèle d'affaires, sa stratégie et avoir une vision à long terme pour inscrire son entreprise, dans un monde qui on le sait, sera très différent. Il y a une autre question, qui la question, je vous la lis telle quelle. Merci Sophie. Les nouveaux imaginaires, point d'interrogation. Je te laisse répondre. Ouais, ouais, ouais. En fait, comme je le disais tout à l'heure, on est convaincu pour que la transition s'opère, que la fameuse bascule systémique s'opère, il va falloir, des récits, sur lesquels s'appuyer, des récits concrets, de dire: «Bah, ça marche», et ça permet d'avoir, vraiment un impact, de limiter encore une fois toutes ces externalités négatives, voire d'être vertueux. C'est possible, il y a plein d'exemples qui sont existants, des initiatives qui sont montées, de coopérations qui se font, y compris d'ailleurs en embarquant des collectivités, hein. Je n'ai pas parlé, quand je parle de l'ancrage territorial, c'est pas que entre entreprises et entre participants, c'est aussi avec les acteurs qui sont présents sur le territoire. Donc c'est vraiment de faire travailler ensemble ces gens-là. Et c'est vrai que c'est un excellent argument de se dire, que le questionnement du modèle d'affaires peut se faire à cette occasion avec d'autres dirigeants d'entreprise issus de secteurs d'activité très différents. Donc on n'a pas l'habitude de ça. Donc je trouve que c'est un bon argument à faire valoir. Et je dirais un deuxième, c'est que Timothée Paric le disait, et la Banque de France l'a aussi sorti dans une étude, plus de la moitié des entreprises françaises ont besoin d'avoir un écosystème bien portant. Donc, ce que l'on fait, si on ne le fait pas forcément pour les autres, pour la planète, pour ses enfants, il faut aussi avoir conscience qu'on le fait pour nos business, pour nos activités. Donc, c'est même plus prendre un coup d'avance que de travailler ces sujets-là en profondeur et de les connaître en détail. C'est une urgence, en tout Mmh. cas. Oui, comme on dit souvent en présentation, il n'y aura pas de business gagnant dans un monde perdant et souvent c'est très révélateur. Il y a une autre question intéressante de Mathieu qui est finalement combien il faut de personnes par entreprise quand on rentre dans le programme? Alors j'imagine qu'il faut le dirigeant absolument. Est-ce que le dirigeant, il vient accompagné avec son codir, avec une personne ressource? Comment ça se passe? En fait, il faut des dirigeants. C'est un binôme de dirigeants qu'il faut, et qui ait une vision à 360 de l'entreprise. Encore une fois, pour avoir une approche holistique, on va traiter aussi bien de la gouvernance de l'entreprise, de son organisation, de son offre de produits, de services, de son modèle d'affaires. On va parler aussi comptabilité triple capital. Donc,
Bon, bah et ça, c'est les mêmes personnes qui doivent faire les 6 sessions. On n'a pas prévu de faire, changer les interlocuteurs en cours de session parce que quand on n'a pas suivi l'entièreté du parcours, il y a une méthodo, quand même qui a servi à concevoir le programme et qui doit être respectée pour que le parcours ait le plus d'impact. Donc, un binôme de dirigeants qui ont une vision à 360 de l'entreprise. Mais parfois, il y en a certaines entreprises qui viennent seules, hein, parce Ouais. que c'est des petites entreprises et c'est difficile, hein, de se mobiliser, Effectivement, alors, du coup, on comprend là dans tout ce que tu as expliqué que la régénération finalement c'est un chemin. On passe du business as usual au modèle d'affaires responsable, c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, et puis finalement vers un modèle d'affaires contributif. Donc cette notion de contribution, finalement la première session de la CEC elle s'est clôturée, ça fait déjà un moment, ça fait 1 an, en juin 2022. Elles en sont où les entreprises alumni? C'est quoi les étapes après la CEC? Est-ce qu'elles rencontrent des freins dans la transformation de leur business model? On essaye d'accompagner, les alumni. Faut voir qu'on est quand même très en work in progress, hein. Encore une fois, l'association, elle a 3 ans, elle est très jeune. On était déjà content d'avoir réussi à recruter 150 entreprises participantes au premier parcours, parce qu'on venait de nulle part, on venait ni de la tran on venait du monde enfin de nulle part. On venait du monde de l'entreprise en tout cas. Quand je dis nulle part, c'est qu'on n'avait pas été mandaté comme la convention citoyenne pour le climat, par le gouvernement pour faire ça. On s'était juste, dit, qu'il fallait qu'on fasse notre part, qu'on fasse bouger le tissu économique. On avait l'impression que ça bougeait pas assez à ce niveau-là, donc c'est pour ça qu'on a monté l'association. Aujourd'hui, elle grandit, donc effectivement, il y a une première promotion qui est sortie en 2022. Elle a fait l'objet d'un rapport final qui est en ligne là aussi et que je vous invite à consulter parce qu'il y a des exemples on explique plus en détail le régénératif, il y a des exemples de feuilles de route, il y a des exemples de projets coopératifs aussi déjà qui avaient émergé du premier parcours issu des besoins humains. Et on explique un peu la stratégie d'essaimage. Donc, c'est un bon outil pour démarrer, se familiariser avec la CEC. Après, ils ont besoin, beaucoup de nos participants, et moi-même, ça a été le cas, une fois les 6 sessions écoulées, il y a un blues de plus avoir, de plus se retrouver. Donc, on a organisé un festival au mois de juin sur 2 jours dans lequel on a convié des partenaires et ceux qu'on appelle du coup nos alumni. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de promotions d'alumni en incluant les alumni de nos CEC régionales et thématiques pour que ça fasse une communauté de plus en plus grande, mais et qui viennent s'appuyer aussi sur des écosystèmes. Encore une fois, en local, il y a beaucoup d'initiatives qui sont existantes et la CEC on veut vraiment être des accélérateurs et des bâtisseurs d'écosystèmes, mais dans le sens de les aider à se développer. Voilà. Tout à l'heure, tu as parlé d'objectifs, d'impact mesurable. Alors du coup, comment une entreprise, elle mesure ses impacts contributifs, régénératifs? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de métriques? Bah, alors déjà, beaucoup d'entreprises, enfin, je pense pas, beaucoup d'entre vous ont des indicateurs sur leurs émissions de gaz à effet de serre. On fait des bilans carbone. C'est vrai que par rapport à ce qui se faisait il y a 3 ans, il y a un gros effort qui a été fait. Parler de stratégie de décarbonation, je pense qu'il y en a. Alors tout le monde ne l'a peut-être pas mis en place dans sa structure, mais en tout cas, c'est de quoi ça parle. Et quand on parle de 3 scopes, là, pour le coup, c'est peut-être un peu plus abstrait d'évaluer les émissions indirectes de celles des consommateurs ou des utilisateurs de nos produits ou de nos services et d'intégrer ça dans nos responsabilités. C'est pas forcément un réflexe très naturel, mais c'est ce qu'on voit dans un bilan carbone. Et c'est vrai que ça a un impact direct sur notre stratégie. Donc, je trouve que c'est déjà un premier indicateur. Les accords de Paris nous donnent une trajectoire pour les territoires avec moins 55% d'émissions de gaz. Donc, si chaque entreprise décide de réduire de 5% par an ses émissions, voilà un premier indicateur. Mais j'irais aussi chercher des indicateurs de biodiversité moins connus. Encore une fois, l'IPBES, le GIEC de la biodiversité en fournit 5 avec des leviers d'impact, des exemples très concrets. Je vous invite vraiment à regarder ça avec attention. En plus, c'est hyper intéressant et c'est une très bonne manière de se reconnecter au vivant. J'enverrai une troisième nature d'indicateurs sociaux sur de l'inclusion. Encore une fois, la transition, ça peut être aussi une fantastique occasion de créer de l'emploi. Le plan de transformation de l'économie française du Shift parlait d'1 300 000 emplois. On sait qu'il y aura des destructions d'emplois avec des activités qui vont devoir s'arrêter ou s'arrêter parce qu'il n'y aura plus de ressources. Donc ça, c'était, je crois, 800 000 et puis 1 100 000 pardon, qui devaient se créer. Donc ça fait une balance positive de 300 000 emplois qui peuvent se créer, mais on peut peut-être faire beaucoup plus et d'être inclusif, c'est-à-dire de remettre dans le système des gens qui aujourd'hui sont à côté,
alors qu'on a besoin d'eux. Je pense notamment dans le secteur de l'alimentation, dans le secteur agricole, il y a d'énormes besoins et qui sont des métiers délaissés par beaucoup de jeunes et de moins jeunes, alors que il y a d'énormes besoins et que là aussi, c'est un excellent moyen de se reconnecter au vivant. Donc voilà, je pense qu'il y a plein d'exemples qu'on peut prendre dans ces types d'indicateurs que j'irai chercher. Donc de l'inclusion, de la diversité, de la sensibilisation. De toute façon, la transition, elle passe d'abord par là. Donc plus il y aura de gens qui sont fresqués ou qui deviennent fresqueurs et qui s'engagent dans des associations, encore une fois, quelles qu'elles soient, pas seulement sur l'environnement, pour tout ce qui est social ou sociétal, ça a plein de vertus. Et on rend heureux les gens. Quand les gens s'impliquent sur ces projets-là, de faire quelque chose d'utile, ça fait du bien. Et bon, en tant que dirigeant d'entreprise, on peut se dire que si nos salariés sont contents, ils seront peut-être plus enclins à rester dans l'entreprise. C'est aussi un outil de fidélisation. Il y a des indicateurs d'ailleurs aussi sur les rémunérations variables des salariés qui peuvent être mis en place pour que les implications soient encore plus concrètes. Effectivement, le travail autour de la marque employeur qui revient souvent de la part des dirigeants qui témoignent. Une question aussi, où est-ce qu'on trouve les témoignages des personnes qui ont suivi le parcours et comment on y a accès? Est-ce qu'il y a eu des reportages? Est-ce qu'il y a eu des témoignages peut-être sur le site internet de la CEC ou directement en contactant des alumni? Alors, tu as donné des exemples de solutions. Il y a ce rapport final qui est en ligne téléchargeable en PDF sur le site internet de la CEC, cec-impact.org. Des alumni, et encore une fois, il y en a 1000, enfin, il y en aura 1000 en décembre prochain, donc il y en a forcément dans votre entourage. On est quand même assez présent sur LinkedIn, les réseaux sociaux, donc pour nous trouver, je pense que c'est assez facile. Et après, il y a tous ces nouveaux parcours qui sont en train d'émerger. N'hésitez pas à candidater ou à demander de l'information, à vous engager si vous voulez être bénévole, à faire partie de cette aventure, de la vivre de l'intérieur pour pouvoir la partager ensuite et vous donner des idées. Moi, j'ai commencé comme ça. Au départ, je m'étais dit que j'allais donner un jour pendant 3 mois à la CEC. C'est devenu un job à plein temps depuis 3 ans. Donc voilà, on ne sait pas toujours où on met les pieds. Mais bon, je le fais en conscience. Et puis, peut-être une dernière question puisqu'on arrive au terme de cette masterclass. Alors, je suis une entreprise, je souhaite rejoindre le programme. Concrètement, où je vais? Vers qui je me tourne? Alors, le site web de la CEC, déjà parce que là, vous pourrez renseigner les informations de ce que vous voulez faire, préciser, quel type de mission vous voulez, ou si c'est une candidature pour votre entreprise. Et puis oui, aller à la rencontre, enfin, je pense que vous l'avez compris, le parcours CEC est très basé sur les relations interpersonnelles. Je pense que le mieux, c'est de se voir, de s'appeler, et d'échanger, sur le sujet. Donc, on communiquera, enfin, pas de problème pour communiquer mes coordonnées, heu, personnelles. On peut les rajouter dans le chat et puis, au niveau de BPI France et de ce partenariat qu'on travaille avec la CEC, au sein de la communauté du Coq Vert, il y a des alumni de la CEC qui en parlent très bien et qu'on fait régulièrement témoigner, soit en vidéo, soit dans des articles, soit directement dans des événements en région. Donc, voilà, n'hésitez pas. Un petit mot de fin, Alexandre? J'ai hâte du coup de vous rencontrer. Il y a urgence, donc ne tardez pas, n'hésitez pas à le faire. Il n'y a pas de mauvaises questions, il y a que des bonnes questions. Et comme on a besoin de toutes les énergies, de toutes les forces vives pour faire cette bascule systémique, vous êtes tous les bienvenus. Donc j'espère à bientôt. Eh ben, merci beaucoup Alexandre. C'était un plaisir, voilà, d'animer cette masterclass et un grand merci pour ton retour d'expérience et ta vision, de l'économie régénérative. Eh ben, je vous dis au revoir, à bientôt et bon big à tous pour ceux qui continuent l'aventure. À bientôt. Au revoir. Et donc je réponds aux gens qui ont demandé effectivement les coordonnées d'Alexandre. Je vais les mettre tout de suite dans le chat. Voilà, bonne fin d'après-midi à tous. Tiens, je vais noter ton adresse mail, j'attends avant de me déconnecter du coup. Alors, c'est Alexandre, Voilà, cec-impact.org. je vais mettre avec un. Voilà, on était pile poil dans le truc. En plus, du coup, ils l'ont entendu, du coup, l'adresse mail. Je pense, mais ça va, ça. Ouais. Je sais pas si c'était coupé ou pas. Ça allait? Bon, C'était très bien. Ouais. Je peux faire arrêter le live, il n'y mais non. a pas Point Chrétien. Alors, ça, c'est sur LinkedIn. Si tu peux le mettre, ça, c'est sur. Comme ça, il y aura mon nom. Alors, regarde, comment dis-moi, Alexandre. C'est Alexandre @CEC. Ah, ça marche. Eh bien, tu vois, je vais faire CEC du 6 impact.org. Je te laisse juste regarder au cas où j'ai une boulette. Ouais. Ah, mais non, mais. Non, oui, voilà. pas le 6. Excuse-moi, Voilà. voyons. Non. C'est OK? Ouais.
Et peut-être le site web de, ouais, de la CEC. Je vais faire ça. C'est CEC.org. C'est aussi -impact.org aussi.